Yes I. Bienvenue sur 12 par sec, bienvenue dans ce nouveau vidéogramme. Première vidéo de l'année 2023 que je vous souhaite merveilleuse. Et pour cette année, on tente des choses, on sort de sa zone de confort. Jusqu'à maintenant, je restais toujours un peu dans mon petit univers, mais ça c'était avant. Cette année, je vais faire parler ma créativité. Je vais me cracher dessus aussi. Je vais brûler mon cosmos. Et comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'ai une passion. Une grande, une immense passion. Encore plus grande que n'importe quelle autre. C'est une passion qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une pauvre tâche avec 20 kilos de trop. Je vais t'enculer. Eh bien n'est-ce pas, j'ai voulu pour la première fois dans l'histoire de ma chaîne vous faire une vidéo qui n'a aucun rapport ni avec l'astronomie, ni avec le cinéma. Je vous avais dit que ça arriverait un jour, et bien ce jour est arrivé, puisqu'aujourd'hui on va parler basketball. Avec cette vidéo, vous allez tomber amoureux du basket. Vous allez vous rendre compte que c'est un sport complètement ouf, sur le terrain, dans les tribunes, dans les vestiaires, regardez-moi ces abrutis. Et aussi au cinéma. Allez, on se rassemble sur le cercle central pour l'entre-deux. Chewie, punch it. Putain, les mecs, c'est l'hiver, il fait tellement froid dehors, même les Roumains ont mis leurs mains dans leurs propres poches. Bon, nous ça va, à Marseille il fait toujours beau, toujours bon, mais si vous avez été dans le Nord, à mon avis, vous devez certainement ressembler à l'armée des morts dans Game of Thrones. Même quand c'est pas l'hiver d'ailleurs. Nouvelle déco, si vous avez vu, ça y est, bon c'est pas, même pas encore complètement fini, mais a priori ça va ressembler à ça, je rajouterai 3-4 merdes et puis on verra bien ce que ça donnera. Bon, bien, messieurs dames, fermez les yeux. Enfin, non, ouvrez-les, non, parce que sinon vous verrez rien, mais... Nous sommes le 12 mai 2019, en demi-finale des playoffs. C'est la fin de la saison, il reste que 8 équipes sur 30 dans le tournoi final. Et elles doivent à chaque fois remporter 4 victoires pour passer à l'étape d'après. Toronto reçoit Philadelphie dans l'Air Canada Center, plein à craquer. Ils sont à 3-3, on est donc au Game 7, le dernier de la série. Un Game 7, c'est toujours un truc de ouf, hein, c'est pour vivre des moments comme ça, des matchs comme ça qu'on kiffe le basket. Le match est serré comme le cul d'une nonne, si bien qu'à 4 secondes de la fin, les deux équipes sont à égalité, 90-90. Et c'est Toronto qui a la balle et l'occasion de gagner le match, et donc la série et de partir en finale. Ils ont jamais gagné le titre, ils sont même jamais arrivés jusqu'à ce stade de la compétition, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et c'est le meilleur joueur de l'équipe, Kawhi Leonard, qui doit prendre le shoot de la gagne. Il vient d'arriver cette année, hein. Tous les espoirs sont sur lui. Et c'est parti. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? C'est ça, c'est là, c'est pour ça, c'est exactement pour ça qu'on kiffe le basket. Ce shoot a été classé deuxième plus beau shoot de la dernière décennie par la NBA. Et le premier, on en parlera après. Bien mes amis, laissez-moi vous embarquer dans la plus belle des histoires. Nous sommes le 26 décembre 1893, et c'est en Chine que naît le petit Mao. Et très vite, il va se rendre compte qu'il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Bon après, ça part un peu sur autre chose, mais on va plutôt se concentrer sur une autre histoire. Celle de James Naismith, un Canadien américain. C'est dire s'il partait avec un handicap. Ce brave monsieur était professeur de sport dans un lycée du Massachusetts. Et un jour d'hiver 1891, il était avec ses élèves, il se faisait chier, hein, il pouvait pas aller dehors parce qu'il faisait trop froid. Donc il cherche un truc un peu à leur faire parce que les autres ils sont tellement cons qu'ils commencent tout simplement à se taper dessus. Ils pensent d'abord à un jeu où il faut réfléchir, type Scrabble, mais voilà, je veux dire à un moment donné, les autres c'est des sportifs américains, pas trop leur en demander. Et là, il voit dans un coin de la salle 2 caisses de pêche en bois, qu'il décide d'accrocher au mur du gymnase, et dans lesquelles il faut mettre le ballon pour marquer un point. Et voilà, le basketball est né. Bravo! Oui, ça mérite un bravo! Alors au départ, il n'y a pas de règles, hein, donc premier match, les mecs se foutent sur la gueule, t'en as 3 qui finissent KO. Donc il va décider d'inventer des règles, et puis bah même les premières règles, elles sont un peu bidons. D'ailleurs, au départ, t'as même pas le droit de marcher. Voilà, tu prends le ballon, tu dois pas bouger, faut que tu passes. C'est que de la passe en fait. C'est un peu nimp, hein. On n'a même pas le droit de frapper l'adversaire. C'est n'importe quoi. Tu déconnes, non? Mais non, pas du tout. Il y a même pas de pom-pom girl à la mi-temps. Attends, mais ça n'a aucun sens. Ah non, mais heureusement que les règles ont évolué. Au moins aujourd'hui, tu peux mettre des coups de tétane dans ta gueule. T'as même le droit d'aller dans le public pour taper les gens. Hein. Non, mais tu peux s'ils t'ont énervé. Alors, comme je suis un petit con de petit français beauf qui kiffe les États-Unis, je ne vais parler dans cette vidéo que de la NBA, donc la ligue de basket américaine. Sauf que le basket, évidemment, c'est pas que la NBA, c'est la ligue de basket majeure dans le monde, la meilleure ligue de la planète. Mais d'abord, il y en a d'autres, hein, évidemment. Il y en a une autre qui est excellente, c'est l'Euroleague, hein, la ligue en Europe, avec des joueurs de très très haut niveau aussi. Et d'autres ligues un peu plus mineures dans plein d'autres pays, à commencer par la France, évidemment. Je parlerai pas non plus du basket féminin, alors qu'il y aurait tant de choses à dire dessus, hein. Je veux dire, la nana, elles sont là depuis le début. Alors, le basket, il a été inventé en 1891, premier match de basket féminin, 1893, je veux dire 2 ans plus tard. Elles sont là depuis le début, y a pas de souci. Alors, puis il y a des joueuses extraordinaires en WNBA, et puis en France aussi. Tapez Céline Dumer sur YouTube et vous en prendrez plein les yeux. Céline Dumer, bah non, pas celui-là quand même. C'est dingue! C'est absolument
Pareil, vous verrez surtout des images récentes, hein. J'ai pris des vidéos qui ont pas plus de 15-20 ans. Mais évidemment, la NBA, ça n'a pas commencé en 2000. Ah bah je peux vous dire que vous étiez pas nés, hein, même les plus vieux. Parce que la NBA a été créée en 1946, mon pote. Aïe, il y a 77 ans. Alors, est-ce qu'il y a des gens de 77 ans qui regardent cette vidéo? J'espère. Bon, pourquoi je kiffe le basket, les gars? Parce qu'un bon match de basket, c'est comme un bon film. Il y a de l'action, il y a de la comédie, il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, il y a de l'amour. Et surtout, du suspense. William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, il a lui-même dit que quand il voulait se procurer des vraies sensations de frisson et de plaisir, il préférait toujours regarder un bon match de basket plutôt qu'un bon film. Michael Jackson aussi a dit que quand il voulait se procurer des sensations de plaisir, bah lui, il allait à la sortie de la maternelle. Et je le comprends. Michael Jackson? Oui? Non, William Friedkin. Parce qu'en 2 minutes, une équipe peut te taper 20 points et remonter tout le match alors qu'elle était à la traîne. Tout peut basculer même quand il ne reste qu'une seconde et même parfois moins. C'est comme une course dans Mario Kart. Tout peut changer à n'importe quel moment et surtout au dernier tour. Parce que si vous connaissez un peu Mario Kart, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'important, c'est le dernier tour. Même sur une course comme Park Baby, qui est une simple piste où il faut faire des tours comme ça tout simplement, il y a 7 tours à faire, bah, le plus important, c'est le dernier. Parce que tout peut changer même à la dernière seconde. Tu peux avoir été premier toute la course et te retrouver 4ème, 5ème ou 6ème ou même dernier, juste avant de franchir la ligne d'arrivée. Et inversement, tu peux avoir fait toute la course en dernier, et puis bon, au dernier moment, bah, t'en doubles la moitié et tu te retrouves 3ème ou 4ème. Ou même premier. Il y a toujours un suspense et une pression de ouf jusqu'au dernier instant. Et bah le basket en général, mais la NBA en particulier, c'est quasiment que comme ça. En basket, il faut toujours garder cette fameuse phrase à l'esprit. It ain't over till it's over. C'est pas fini tant que c'est pas la fin. Regardez cette action, c'est un de mes buzzer beaters préférés. Sacramento en blanc reçoit Memphis en bleu. Il gagne d'1 point et il reste 5 secondes. Memphis à la balle, shoot difficile du joueur, et bim, les Grizzlies passent devant, il reste 1 seconde 5. Sacramento doit faire un miracle, et là... Tyreek at the hole. Mais regardez les mecs sur le banc, ils sont fous, ils sont complètement dingues, les mecs, mais c'est génial. Ça, ce sont les meilleurs moments de la NBA, et c'est comme ça quasiment toutes les semaines. Ici, on a Portland contre Houston, 8 centièmes de seconde à jouer. Brandon Roy se démarque, et quelques années plus tard, mêmes équipes, mais cette fois c'est Damian Lillard de Portland qui chope le ballon et... Houston, ils doivent être bien vénères. Houston, vous avez un problème. Et regardez, je vous en montre une dernière, parce que celle-là, je la trouve absolument excellente. Dallas contre Houston, encore eux. 4 centièmes de seconde à jouer. Jason Kidd, qui est là, doit faire une passe, mais il est gêné par Yao Ming, un géant de 2m30. 2m30. Ah, tu prends 1 mètre, tu déroules 1 mètre, et 2m30, comme ça, le mec, bah, il est grand comme ça. Bah, on l'appelait la muraille de Chine. Et en plus, évidemment, il lève les bras. Et regardez la passe que va faire Jason Kidd à Sean Marion. Ce que j'adore dans le basket, c'est qu'il y a plein de choses à voir, c'est ultra complet. Il y a des dunks de fou, des shoots longue distance, mais les mecs tirent du parking. From half court, it's gone! Des contres d'une violence. Alors pour la petite histoire, moi j'ai une famille de basketteurs un petit peu. Ça a commencé avec ma grand-mère, qu'on a fait pendant des années, ma petite mamie. Ensuite mon oncle aussi qui est là, il a joué avec le père de Tony Parker qui est là et qui a été coach aussi. D'ailleurs on le voit là, avec les 2 équipes qui coachaient. Et dans celle du bas, là, il y a Thomas Pesquet. Eh ouais, je vous l'ai déjà dit, on vient de la même ville, on était dans le même lycée, on a joué dans le même club de basket et mon oncle l'a coaché quelques fois. Pendant que Tony Parker commençait le basket juste à côté. Eh mais Dieppe est une ville de basket les gars. On a même actuellement Michel Gomez, l'un des plus grands entraîneurs européens et français qui a joué en équipe de France et sélectionneur même. Et donc mon oncle nous a entraîné mes cousins, et puis mon frère, et à la fin, bah moi. Et je pense que de toutes ces personnes-là, c'était moi qui étais le plus nul. J'étais même encore plus nul que ma grand-mère, même à la fin de sa vie. Bah disons, si je devais résumer mon style de jeu sur le terrain, ce serait un peu ça, ouais. Voilà, et le mec il court n'importe comment, il sait pas où aller, il se casse la gueule tout seul, et qui en plus se prend un paf à la gueule, tiens. Voilà, c'était moi ça. La grâce incarnée. La graisse, tu veux dire plutôt, non? Oui aussi, oui. Mais des fois le pire, c'est que je demandais rien à personne, Moi j'étais là, tranquille, j'attendais que ça se passe. Me demandais ce que je foutais là. Et l'adversaire, pour aucune raison, il me balance le ballon dans la gueule, comme ça. Mais vraiment, pour rien. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis cul de merde. C'est pour ça que j'ai arrêté, voilà, non mais bon, j'aurais pu reprendre. Il y a un moment donné, j'aurais pu reprendre, c'est vrai, parce que bon, j'ai encore mon shoot, j'ai encore des moves, mais bon, j'ai plus mes sensations. T'as peut-être plus le cran, tu veux dire? Non, c'est pas que j'ai plus le cran, c'est que... ça me fait chier de le dire, mais... T'es trop vieux pour ces conneries. Il y avait quand même un truc où j'étais pas trop mauvais, c'était les lancers francs. Ah bah moi je shootais un petit peu comme Tony Parker, comme ça, voilà. Ouais, non, bah bien, c'est pas mal, Ouais, j'avais du mal à calculer les distances, j'étais déjà dans l'à peu près. Et encore ça c'est quand j'arrivais à shooter, parce que des fois je shootais même pas du tout. Allez non mais ça compte, si ça compte. Allez, rends le ballon, là. Allez, rends l'argent. Alors après j'ai quand même un message à passer à un pote à moi, qui s'appelle Sidi. Sidi, on en a déjà parlé, je sais pas combien de fois, je te nique quand même. Voilà, c'est tout, je juste te le dis. Rien à foutre que t'aies défendu sur Kobe Bryant au JO quand t'as joué avec le Sénégal. Je te dunk dessus, mais quand je veux. Salopard. Allez, non mais moi je suis comme ça, moi. Mais j'ai peur de rien, moi. Allez, qu'est-ce que tu voulais? Je suis poisson 3ème des camps. En plus, faut que je te rende ta tente depuis 2 ans, là. Oui, celle où on dort dedans, ouais.
Bon donc voilà, j'ai fait 10 ans de basket, et puis pendant ces 10 années, bah écoutez, j'ai pu parfaire ma technique de cirage de banc. Bah je jouais jamais, donc bon voilà, il fallait bien trouver un truc à faire. Alors aujourd'hui, je te cire un parquet comme personne. Vous savez, quand j'étais au summum de ma carrière, j'ai même joué en NBA. C'est moi là, regardez, allez, hop, je suis là, vous m'avez vu? Ouais. Ah j'étais super bon, j'ai même fait le All-Star Game. Bah oui, mais n'empêche, vous foutez de ma gueule, mais essuyer un parquet, c'est vachement important. Parce que sinon les mecs glissent, voilà, ils arrivent, hop, et bah voilà. Bah oui, qu'est-ce que je vous disais? Encore un parquet qui a été ciré là-bas comme je te pousse. Et en plus, après, le mec te récupère la balle, il te fait un de ses airballs. Et de toute façon, ce mec-là, il s'appelle Stephen Curry, c'est un très mauvais shooter. Et j'ai jamais su shooter, lui. Il en rentre pas une. Non et surtout moi, alors j'ai joué poste 4, c'est-à-dire il y a 5 postes au basket. Poste 1, meneur. Il dirige l'attaque en faisant monter le ballon et en annonçant les systèmes. En général, c'est un joueur de petite taille, donc très bon au dribble, et puis qui doit avoir une bonne vision du jeu, ce que j'avais jamais. Bah moi, ma vision était soit dans le public où il y avait les meufs, soit à la table où il y avait le goûter. Tony Parker ou Magic Johnson étaient des meneurs. Poste 2, arrière. Alors l'arrière est un mec qui sait shooter à 3 points, qui prend des tirs extérieurs, qui sait se démarquer rapidement ou qui sait pénétrer le cercle rapidement, titre. Et il peut aussi aider le meneur à remonter la balle. Michael Jordan ou Kobe Bryant étaient arrière. Poste 3, ailier. Alors l'ailier, c'est un mec qui doit savoir un peu tout faire. Il doit savoir changer la batterie d'une bagnole, il doit savoir faire des samoussas, savoir faire des sculptures de glace avec une tronçonneuse, il doit savoir un peu tout faire. Et sur le terrain, il doit être super polyvalent, il pourrait presque jouer à tous les postes. Il doit être aussi rapide et agile qu'un meneur et aussi puissant qu'un pivot. Le meilleur ailier de l'histoire est bien sûr LeBron James. 4, ailier fort. Alors là, on commence à se rapprocher un peu du panier là. Les ailiers forts, c'est les mecs qui savent choper les rebonds, ils savent shooter aussi et qui sont bien musclés mais aussi fins pour garder leur rapidité. Alors parmi les ailiers forts très connus en NBA qui ont des très grandes carrières, vous avez Dennis Rodman, Charles Barkley et Yann Solo. Et enfin, 5, le pivot, le poste certainement le plus emblématique du basket. Le pivot, c'est le bulldozer, c'est la montagne, c'est le gorille quoi. Et je dis pas ça parce que c'est le videur de la boîte qui se met dos au panier pour recevoir le ballon et puis qui pousse un peu tout le monde, qui dégage tout le monde avec ses coudes et ses hanches, qui te chope le ballon et qui te l'écrase dans l'arceau. Faut qu'il y ait de la technique, faut qu'il sache se placer. Le pivot, c'est le joueur le plus impressionnant sur le terrain. Shaquille O'Neal a été certainement le pivot le plus charismatique de la ligue. Parce que lui, quand il dunkait, il te pétait carrément les panneaux, l'abruti. Il y a des trucs de fou, et regarde là, tout est mort. Et celui-là, regardez, et le panier, il résiste même pas là. Il préfère s'incliner devant son maître. Il avait même déjà commencé à l'entraînement quand il était plus jeune. Ah oui, quand il pétait un panier, il faisait pas dans la dentelle, comme moi avec les meufs. Et donc voilà, j'en ai fait pendant 10 ans et j'ai grave kiffé jusqu'au jour où je me suis blessé au poignet et où j'ai dû arrêter de jouer. C'est moche, je suis navré. C'est arrivé comment? Bah c'était en ouvrant un pot de Nutella pour me faire un sandwich pendant un temps mort. Bah, j'ai ripé comme ça et puis je me suis fait une luxure. Et c'est comme ça que j'ai dû dire adieu à ma grande carrière de basketteur. Mais je suis toujours resté très fan de ce sport et j'ai eu pendant toute mon enfance et mon adolescence ma chambre recouverte de posters de basket. J'avais la Super NES et j'ai évidemment poncé NBA Jam, le jeu qui a cartonné où tu pouvais faire des sauts de 10 mètres de haut avec le ballon en flammes à base de boum shakalaka. J'ai aussi eu le jeu de plateforme Michael Jordan complètement bidon et Shaq Fu évidemment, un jeu de baston avec Shaquille O'Neal, encore 10 fois plus bidon. Mais c'était génial. Enfin non, c'était vraiment bidon. Je crois que mon tout premier souvenir d'un match de basket, c'était la Dream Team 92 au JO de Barcelone. La Dream Team, elle portait extrêmement bien son nom, le niveau de jeu était tellement surréaliste. Faut quand même imaginer que les mecs ont battu tous leurs adversaires avec une moyenne de 44 points d'écart. Leur premier match c'était contre l'Angola, ils ont gagné de 70 points. Ils étaient tellement ouf que même leurs adversaires, ils prenaient des photos d'eux en plein match. Ça par contre c'est un truc qui m'est aussi arrivé à moi quand je jouais beaucoup, parce que tu comprends, j'avais une aura, je dégageais quelque chose, donc c'est vrai que je m'asseyais beaucoup sur le côté, et puis je jouais pas, je prenais des photos. Enfin voilà, j'ai commencé avec les années 90, l'âge d'or de la NBA comme on l'appelle, avec Jordan et ses 2 triplés. Ensuite les années 2000, avec le triplé des Lakers, de Kobe et Shaq, les 3 titres des Spurs et l'avènement de LeBron James. Les années 2010, avec les dynasties de Miami et de Golden State. Et aujourd'hui, avec la surpuissance des joueurs européens, dont certains font partie des meilleurs joueurs de la ligue. Giannis Antetokounmpo, un grec, Nikola Jokic, un serbe, Luka Doncic, un slovène. Ces 3 mecs-là marchent sur la NBA depuis quelques années et c'est pas fini. Putain, mais Jokic, le mec, on dirait un pauvre fermier du fin fond de la Serbie, là, qui a jamais quitté ses moutons. Ouais, n'empêche que le mec, quasiment au quotidien, il joue comme ça devant les meilleurs défenseurs du monde. J'ai même été voir les Bulls de Jordan quand ils sont venus à Paris en 97 pour le McDonald's Championship. J'ai vu Michael Jordan. Bon, de loin, j'étais complètement en haut, dans les places c'était moins cher, mais bon, t'avais pas de thunes. Mais j'étais dans la même pièce que lui, et que 20 000 autres personnes. Ouais. J'ai également vécu à Toronto pendant presque un an. Je travaillais dans une animalerie qui s'appelait Super Pet, c'était là. Je vendais des perroquets et des furets, là, et toutes ces merdes, là. Non mais je vous raconte même pas de conneries, c'est vrai en plus, je sais plein de trucs sur les perroquets. Un jour, je suis en train de vidéo là-dessus. Et donc, évidemment, je suis allé voir les matchs des Raptors. C'était l'époque de Chris Bosh, un joueur que j'ai kiffé, on
a que 4 jours de différence. Pour moi, c'était un truc de fou. Pour lui, il s'en battait les noix puissance 10 000, mais bon. C'était mon petit plaisir. C'était aussi l'année où Kobe Bryant a fait son fameux match à 81 points, le deuxième meilleur record de l'histoire après Will Chamberlain et ses 100 points. Ah, c'est fou, hein. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et en plus, comme par hasard, Kobe, il l'a fait contre les Raptors, voilà, l'équipe dont j'étais fan. De toute façon, il a voulu m'humilier personnellement. Il a fait ça parce que j'étais là. Bon, attends, c'est évident. Foiré. J'ai bien fait de couper le câble. J'ai aussi passé 3 mois à San Francisco. Je suis allé voir 4 matchs des Warriors de Byron Davis. Et après, quand je suis revenu en France, bah voilà, j'étais imprégné un petit peu de toute cette culture de basket américain. Du coup, bah, je m'habillais comme ça. Voilà. Non mais, regardez-moi la race du type, quoi. Ah, je me baladais comme ça dans les rues de Dieppe, ouais. Ah, les gens m'ont lancé des cailloux plusieurs fois, ouais. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour avoir l'air plus américain. Ouais, peut-être, ouais. Et aujourd'hui, ma passion pour la balle orange n'a jamais été aussi grande. Et, bah, comme je le dis assez souvent, 90% des vidéos que je regarde sur internet sont des vidéos de basket. Même Thomas Pesquet, il kiffe, regardez, il imite son idole, Yann Solo, en impesanteur. Non, son idole Michael Jordan. C'est ce que j'ai dit. Le basket, c'est un truc de ouf. Je trouve personnellement que c'est le sport le plus spectaculaire qui existe. Ça peut partir dans tous les sens, ça va hyper vite, parce qu'il faut aller super vite. T'as 24 secondes de possession. T'as 24 secondes pour marquer un panier. T'as 8 secondes pour passer la ligne du milieu de terrain. 5 secondes pour remettre la balle en jeu quand elle est sortie en touche. Et tu peux pas rester plus de 3 secondes dans la raquette. La raquette, c'est la zone en couleur, là. Vous me dites si je vous perds, hein. Ah non, bah je balance des infos un peu, là. Je sais bien qu'on n'est pas habitué sur la chaîne, mais en 2023, il va falloir y aller. Hein. Et donc, bah laisse tomber comment t'es en stress permanent, en fait. C'est ça qui est bon. Et puis, je sais pas, dans le basket, il y a un son. Il y a un son, il y a une espèce de... même une odeur, peut-être presque. Comme c'est un sport d'intérieur, bah t'entends tout, tu ressens tout. Ton voisin qui lâche une caisse à côté de toi, tu peux le sentir. Le cuir du ballon qui rebondit sur le parquet, les gens qui gueulent, le coach qui hurle à ses joueurs les systèmes. Quand le public est chaud, c'est un truc de fou. T'imagines, tu peux me mettre des fois complètement sur le bord du terrain. Si t'as un peu de thunes, ouais. Bah, évidemment, c'est les places les plus chères. Hein. Ah bah, une place comme ça en finale NBA, c'est 10 000 balles. Hein. T'imagines, t'économises toute l'année pour te payer un pur billet à je sais pas combien. T'y arrives enfin, tu peux t'asseoir juste au bord du terrain. Et là, tu te retrouves derrière l'acteur qui a joué Hodor dans Game of Thrones. Ah, comment il doit être bien dégoûté, lui. En tout cas, c'est ouf. Les joueurs, ils passent juste à côté de toi. Tu peux les toucher. Ils peuvent même te chourer ton verre d'eau si tu fais pas gaffe. Puis ils vont le filer à un autre gars, quoi, comme ça. Ah, vachement sympa, quoi. Il faut faire gaffe aussi parce que quand t'en as un qui veut sauver le ballon qui part dans les gradins, bah tu peux te le prendre dans la tronche et puis les mecs, c'est le taureau. Surtout chez les Bulls. Regardez par exemple ce truc génial avec Shaq. Quand il joue aux Suns en 2008, il y a eu un match où pour sauver le ballon, il saute dans le public comme un ouf comme ça. Donc dans un autre match de la semaine d'après, le ballon échappe encore à ses mains et qu'il jette dessus pour le sauver, c'est tout son banc qui s'écarte pour le laisser passer. Ils ont eu trop peur qu'il défonce tout le monde. Mais c'est génial parce que tu sais d'habitude les mecs ils restent là, tu sais, limite ils attrapent leur pote quoi pour pas qu'ils se blessent. Mais là non, les mecs se barrent tous comme des oufs quoi. C'est excellent, après t'as toute la salle qui est morte de rire, tu vois. Bah je vous dis hein, Shaq c'est 2m16 et 146 kg. Hein. À peu de choses près des mensurations de Mons Gag. En tout cas, il y a toujours une ambiance de ouf dans la salle, les cheerleaders, les shows à la mi-temps. Et le mieux c'est les spectateurs qui peuvent tenter un shoot du milieu de terrain pour gagner 100 000 $. J'ai bien kiffé celui-là là, avec un petit monsieur tout gentil, tout pourri là, qui shoot à l'arrache et qui marque. Et là t'as LeBron James qui est ultra fan et qui lui saute dans les bras, c'était un truc de ouf. Et je crois que l'un des meilleurs shoots de fans de milieu de terrain, ça s'est passé à Paris pour le All-Star Game 2013. Et à la mi-temps, il y a un type dans le public qui est choisi pour faire un shoot du milieu de terrain et tenter de gagner 100 000 €. Le type se pose là, facile, genre j'ai dit lui donne le ballon, les joueurs lui disent de prendre un peu d'élan et le reste appartient à l'histoire. Apparemment, il calcule personne. Oh là, oh là, oh là, oh, c'est incroyable! 100 000 €, comme ça. Regardez les joueurs des deux équipes comme ils sont trop fans eux aussi, putain. Mais quel autre sport peut provoquer un moment comme ça? C'est un show, c'est un show. Voilà, c'est un show à l'américaine, mais avec un sport de ouf au milieu, quoi. Et moi, ce que je kiffe le plus dans tout ça, plus que les dunks, plus que les shoots longue distance, plus que les cheerleaders. Enfin, non, pas plus que les cheerleaders non plus. Faut pas exagérer. Non, les cheerleaders, oui, ça m'intéresse un peu, ouais. C'est drôle, je m'en doutais. Non, mais c'est dans un but aussi, pour s'imprégner des us et coutumes, quoi. Ah, messieurs de la culture, il est temps d'apprendre l'anglais, hein. Ça pourrait bien nous servir. Je m'égare. Ce que je kiffe, moi, ce sont les passes décisives, les assists. Pour moi, ce sont les meilleurs highlights du basket, les meilleures actions, quoi. Quand les mecs font des passes de malades, de trucs que personne n'a vu à part eux et qui surprend tout le monde. Il y a des joueurs qui ont été connus pour ça. Des joueurs comme Jason Kidd et Steve Nash, de légendes de la passe. Ces mecs avaient une vision du jeu, une intelligence. Ils savaient trouver leur coéquipier comme personne. Un petit peu comme moi, qui quand je faisais une passe, je ne trouvais jamais personne. Et des fois, il n'y a même pas besoin de grand chose, d'un petit toucher, hop, tout, hop, entre les jambes, facile. Regardez ça, Gary Payton qui sauve la balle en mode wouah. Et comment parler des meilleurs passeurs de l'histoire sans citer le maître, le sensei de la passe aveugle, Earvin Magic Johnson. Mais qu'est-ce qu'il était ouf celui-là aussi, c'est pas possible. Il te faisait des passes mais d'une beauté, il y a que lui qui comprenait. Fou. On sait même pas ce qu'il a fait, on n'a pas vu la balle. Il faut mettre l'action au ralenti pour comprendre. Ah, je me rappelle, j'essayais toujours un peu de les imiter, moi, ces mecs-là, hein, sur le terrain, j'y arrivais, puis je voyais un coéquipier comme ça, puis j'étais là. Ou alors des fois, je remontais carrément la balle, et je voyais le coéquipier qui était.
Ah, j'avais la vista, hein, la vision, hein. C'est pas compliqué, moi, dans l'équipe, on m'appelait Gilbert Montagnier. Et parmi tous ces joueurs, il y en a un qui est encore plus ouf que tous les autres. Il s'appelait Jason Williams. White Chocolate, le chocolat blanc. Ce joueur, il était spécial. Et même Michel Drucker en a parlé. Oui, c'était spécial. Parce qu'il jouait des matchs NBA comme s'il était sur un playground dans le Bronx et qu'il jouait avec ses potes sous le métro. Il te tentait des trucs, mais t'hallucinais. Il faisait des moves que tu voyais normalement pas trop en match. Le mec te passait la balle dans le dos, t'envoyait des missiles. En tout cas, je peux te dire que quand t'as un coéquipier qui joue comme ça, faut se tenir prêt parce que si t'es pas attentif, t'as vite fait de t'en prendre une dans la tronche. Bam, voilà, en voilà un qui était pas attentif. Combien de fois ça m'est arrivé ces trucs-là, moi? Regardez un peu cette passe d'extraterrestre de Jason Williams. C'est peut-être la plus belle passe de l'histoire de la NBA. Le mec regarde à droite et te fait une passe aveugle à gauche dans le dos avec le coude. Mais c'est un truc de fou, mais c'est pas possible. Excusez-moi, non mais c'est parce que je vais avoir mes règles, je suis tout excité. C'était pendant un All-Star Game, donc le match amical de milieu de saison qui réunit les meilleurs joueurs de championnat. Donc un match qui compte pas pour la compétition. C'est juste du show quoi, là, il y a plein de superstars qui viennent dans le public et d'autres qui viennent pour chanter l'hymne national. Oh, et la version de l'hymne national américain chantée par les Destiny Child en 2006, mais c'est une tuerie. Oh, je voudrais vous le mettre en entier, mais bon, bah, je vous ai mis le lien dans la description. Non mais matez ça, c'est 3 déesses qui te chantent avec une voix et une puissance. Et elles sont ultra sexy. Et c'est donc parce que c'est un match amical qu'on peut tenter des trucs de ouf un peu pendant le match et qu'on tente pas vraiment dans la saison régulière. Comme ça, par exemple. Par exemple, il y en a qui se font des concours de shoot longue distance pendant le match. T'en as un là, il shoot ultra longue distance, quasiment milieu de terrain, bim. Et l'action juste d'après, son coéquipier qui dit attends, tu vas voir, moi je vais faire la même chose, pas de problème, attends, je te le fais. Et bim, voilà, petit concours tranquille dans le match. Après, lors de ce All-Star Weekend, il y a le fameux concours de dunk aussi. On a vu des trucs de ouf dans l'histoire, hein. Regardez celui-là, par exemple, en 2016. Il saute par-dessus la mascotte, wouh! Jordan a gagné 2 fois le concours de dunk, en 87 et 88. Non mais regardez la beauté du geste, on dirait d'un ange. Regardez, on a l'impression qu'il vole, il vole. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé Air Jordan. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Air Jordan, vol à destination de Chicago, PNC aux portes, Paris au décollage. L'un des plus gros dunkers de l'histoire s'appelle Vince Carter. Ce mec est né pour dunker. Au concours de dunk en 2000 déjà, il avait sorti ça au premier tour. Le reverse windmill, c'est-à-dire le moulin avant avec le bras mais inversé. Sublime. Et ensuite au tour d'après, il te sort ça. Mais surtout, c'est contre la France qu'il a sorti l'un des plus beaux dunks de l'histoire. On l'a surnommé le dunk de la mort. C'est aux Jeux Olympiques et il a sauté par-dessus le pivot Fred Weiss. Et Fred Weiss, il fait 2m17. Vince Carter lui a sauté par-dessus pour aller dunker. Non mais merde les gars, il y a plus de respect, le respect est mort, même à 2m17 il est mort. Et aujourd'hui, son fils spirituel pourrait bien s'appeler Ja Morant. Un jeune monté sur ressort mais qui te claque des dunks de malade. Le type pourrait jouer dans NBA Jam. Et regardez, dans le même match, quelques instants plus tard, Khal Drogo lui fait une passe qui traverse tout le terrain. Et voilà! Pire. Non mais vous êtes d'accord avec moi, de toute façon c'est génial. Après faut savoir faire la passe parfaite quoi, c'est clair que moi quand j'essayais j'étais là, vas-y, il est attrapé. Ah non mais mes coéquipiers sautaient pas assez haut, qu'est-ce que je te dis, c'est pas ma faute hein. Ce que j'adore aussi c'est le handle, c'est-à-dire les meneurs ou n'importe qui mais qui savent dribbler comme personne. On revient un peu à notre Tony, regardez ce qu'il a fait là. Il est en finale NBA contre Miami, il reste 10 secondes à jouer, il cherche à rentrer dans la raquette mais il y a une bonne défense. Il est déséquilibré, il met un pied à terre mais il arrive à garder la balle, shoot et bingo. Quand t'as LeBron James qui défend sur toi, je peux te dire qu'il faut être balèze. Regardez James Harden qui fait un cross à l'autre là, l'autre il se casse la gueule et James il attend. Il attend tranquillement posé. Ensuite il shoot et hop, filet. Si ça c'est pas de l'insolence à l'état pur. Moi aussi un jour j'avais essayé de faire un truc comme ça, hein. Voilà, j'étais arrivé dribble dans le dos, je cours comme ça, je prends le ballon et merde. Ouais, je l'ai fait qu'une fois parce que j'ai envoyé le ballon dans les gradins puis j'ai tué quelqu'un. Mais les meilleurs moments pour moi et pour beaucoup, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle les buzzer beaters. C'est l'excellence, c'est l'apothéose. Quand la victoire ne tient qu'à un panier, quand le joueur shoot et que la sonnerie authentique, la lumière s'allume alors que le ballon est toujours en l'air, et quand carrément on gagne le match comme ça, on va appeler ça un game winner. C'est avec ce shoot là que tu gagnes le match et c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs, n'est-ce pas Kobe? Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer, banks it in! Hein LeBron? Gets it to LeBron for 3 for the win, yes! T'imagines la dose de pression qu'il faut avoir sur les épaules? Moi, autant de pression, je les ai pas sur mes épaules, je les ai dans mon bide. Et je pense qu'en la matière, c'est sa majesté qui surpasse tout le monde, tellement il en a fait dans sa carrière. Dans son top 50, qui est pour moi l'une des plus belles vidéos de basket qu'on peut voir sur YouTube, j'ai dit à ma famille que quand je serai mort, je voudrais qu'on mette cette vidéo qui tourne en boucle sur ma tombe au cimetière. Comme ça, les gens, quand ils passeront, ils diront oh, c'est la tombe de Michael Jordan? Non, c'est la tombe d'un pauvre type, juste il aimait bien le basket, mais lui, il était bidon. Et ben dans cette vidéo, à partir de la 13e place jusqu'à la première, c'est quasiment que des game winners. Le GOAT, mesdames et messieurs, le GOAT. Le GOAT, ça veut
veut dire la chèvre. Oui, en anglais, c'est ça. Il jouait comme une chèvre. Ou alors ça pourrait aussi vouloir dire The greatest of all time, le meilleur de tous les temps. Regardez cette action. MJ saute et évite 3 joueurs dans l'air. On met au ralenti pour bien comprendre ce qui se passe. Il fait fou, il tourne dans l'air même. Comme disait Magic, il est resté dans l'air au moins 1 minute. Alors après, la question que tout le monde se pose évidemment, qui est le GOAT? Est-ce que c'est Michael Jordan? Est-ce que c'est LeBron James? Est-ce que c'est Yann Solo? Le débat reste ouvert. Et je terminerai avec celui-là. On est en 2008, c'est les Warriors contre les Celtics. 117-117, égalité parfaite, il reste 6 secondes 5, la balle aux Warriors. Attention, c'est parti, et boum! Et celui-là, il a une saveur très particulière pour moi. Parce que j'y étais, oui, absolument, je suis dans la salle. Regardez, même action, mais c'est moi qui filme là. On n'a pas le droit de filmer, mais bon, rien à foutre, de toute façon, je partais le lendemain. On est à Oakland, en face de San Francisco, 20 000 personnes dans le stade. Et écoutez ça. Et je suis là, et ma gueule avec mon pote là. Ça les gars, tous ceux qui l'ont vécu pourront vous le confirmer, on s'en rappelle très longtemps. Alors, un peu bizarrement on va dire, si je devais retenir un seul match, ce serait pas un match NBA, ce serait une finale de Jeux Olympiques, ce qui est quand même pas mal non plus. La finale des JO de Pékin en 2008 qui opposait les États-Unis à l'Espagne. La fameuse Redeem Team, il y a un documentaire spécial sur eux sur Netflix. Mes amis, écoutez bien, ce match a été qualifié d'un des meilleurs matchs de l'histoire du basket. Il y avait un niveau absolument énorme, une intensité terrible tout le long du match. Les équipes se rendaient coup pour coup, avec notamment un Rudy Fernandez on fire. Regardez ça comme il fait travailler Tayshaun Prince là. Hop, hop, tac, tac, et hop, paf. En tant que Français qui kiffe le basket, j'ai toujours détesté l'Espagne, mais qu'est-ce que c'était kiffant de voir Rudy Fernandez jouer. Ah, en NBA, il a fait des trucs de ouf aussi. Enfin voilà, un niveau très très haut, très peu de déchets, des actions de ouf, un suspense quasiment jusqu'au bout. Et je voudrais juste vous montrer cette action pour que vous vous rendiez compte du niveau et à quel point les mecs étaient à fond. Ballon pour l'Espagne, pénétration, il rate le shoot, bataille pour avoir le rebond, ça se bastonne, les USA récupèrent la balle, LeBron remonte le terrain à fond, passe à Deron Williams, Kobe qui shoot mais il est contré mais récupère le ballon direct, il pénètre, passe et blah, dunk rageur de Dwight Howard. Ça mon gars, c'est ce que j'appelle du basket. Et à propos de l'Espagne, je suis obligé de vous parler de cette rivalité qu'il y a entre eux et nous lors de toutes les compétitions internationales. Que ce soit à l'Euro, au championnat du monde ou au JO, ces espingouins là, ils nous ont bien souvent barré la route. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs que nous, tout simplement. C'est bien pour ça qu'on les déteste. Ils nous ont encore battus là, à la finale de l'Euro en septembre dernier là. Ils doivent en être au moins 10 victoires contre nous, alors que nous c'est quoi, peut-être 3 ou 4. Et peut-être bien que la meilleure des victoires qu'on a eues, la plus savoureuse, fut lors de la finale, la demi-finale de l'Euro 2013. On se faisait encore exploser en première mi-temps, ils nous marchaient dessus comme d'habitude. Et c'est alors que le capitaine de l'équipe de France, qui s'appelait Tony Parker, décide de faire un speech à ses troupes dans le vestiaire à la mi-temps pour les remotiver. Ce discours est resté dans les annales de l'équipe de France. Je voudrais tellement vous le mettre en entier pour que vous vous rendiez compte de sa puissance. Titre, je vous mets le lien en description, vraiment allez le voir. Parce que Tipeee parle avec son cœur en disant qu'ils doivent se battre jusqu'au bout, même s'ils perdent, et qu'ils doivent jouer avec leur fierté. Qu'est-ce qu'on, je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là, on se fait défoncer là. Titre, n'empêche que ça a marché parce qu'en deuxième mi-temps, on est remonté pour leur passer le vent dans les dernières minutes jusqu'au coup de sifflet final. Et putain, on a niqué les Espagnols. C'était un truc de fou. Non mais regardez le regard de Tony Parker là, j'avais le même. J'avais exactement le même, j'avais la haine. Je me souviendrai toute ma vie de ce truc là. J'habitais à Paris dans un immeuble, j'y hurlais tellement fort, tout l'immeuble m'a entendu, je suis sûr. Ah, je suis décoiffé même carrément. Bon, avant de terminer, je voudrais rendre un petit hommage et je voudrais vous dire un petit mot sur le décès de Kobe Bryant. C'est une transition un peu brutale, oui je sais. Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère il y a quasiment 3 ans jour pour jour, c'est aussi pour ça que je voulais sortir la vidéo à ce moment-là. Il était avec l'une de ses filles à bord, il y avait d'autres personnes aussi, ils allaient à un match de basket, et il n'y a pas eu de survivant, il avait 41 ans. C'est un événement qui a bouleversé le monde du basket, et le monde du sport en général. Pour moi c'est un peu comme la mort de Michael Jackson, ou alors le 11 septembre, c'est-à-dire que tu te rappelleras toute ta vie ce que tu faisais quand t'as appris la nouvelle. Moi j'étais au cinéma, j'étais allé voir Bad Boys 3 avec 2 potes, et j'ai reçu un texto quand je suis sorti de la salle. Pour moi, vraiment, le monde s'est un peu arrêté à ce moment-là, j'en ai pleuré sur le parking, j'ai été dévasté complètement, et puis j'ai même mis un petit post sur Insta, parce que Kobe était un joueur tellement ouf, c'était même une inspiration, et pour moi, perso, je le mettrais dans mon top 5, peut-être même dans mon top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est très subjectif, mais bon, moi j'ai envie de le mettre dans mon top 3. Mathieu, ta gueule, qui connaît rien. Enfin voilà, à NBA, tout le monde était sous le choc, beaucoup de joueurs ont pleuré en apprenant la nouvelle, puisque c'était dans la journée, et je pense que pour moi, l'un des trucs les plus marquants a été quand les Boyz II Men sont venus, ça devait être peut-être le soir ou le lendemain, il y avait un match des Lakers, ils sont venus pour chanter l'hymne national devant LeBron et les Lakers. Et lorsqu'on voit LeBron qui a les larmes aux yeux,
Ils étaient quasiment devenus frères. Hein. Je veux dire, rien que de voir ça, moi, ça me fait encore quelque chose aujourd'hui quand ça me fait quelque chose en fait encore. Même le Twitter, le dernier tweet de Kobe, c'était pour LeBron, qui venait de dépasser. Ça me fait grave quelque chose en fait. Bon, je parle d'autre chose. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à ne serait-ce qu'en parler pendant plusieurs semaines. Et encore aujourd'hui, je vous dis que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'ai son bouquin qui est juste là-bas et bah voilà, 3 fois rien, mais un petit hommage à Kobe. Et puisqu'on parle de basketteurs qui nous ont quittés, j'ai aussi une pensée pour mon ancien coach, monsieur Michel Marinier, qui nous a quittés il y a 3 semaines. Il a été pour moi ce que Greg Popovich a été pour Tony Parker. Un coach qui gueulait sans arrêt, qui te mettait cher devant tout le monde, mais c'était pour ton bien parce qu'il croyait en toi. Allez, salut Michel. Enfin voilà, le basket, c'est ça, ce sont des histoires, ce sont des joueurs, ce sont des maillots, c'est des ballons, c'est des paniers, c'est des frissons, c'est du plaisir, c'est de l'amour et c'est de la haine aussi. C'est parfois du pardon et aussi de la rédemption. LeBron James, encore lui, a joué la première partie de sa carrière à Cleveland, aux Cavaliers de Cleveland, parce que c'est un enfant de là-bas, hein, c'est un petit peu l'enfant prodige de la région. Cleveland comptait sur lui pour leur ramener un titre après des décennies de disettes, tous sports confondus. Et Cleveland était carrément surnommé la ville des losers au niveau du sport. Hein. Ils gagnaient rien, les mecs ne gagnaient jamais rien. Mais ils avaient LeBron et ils avaient mis tous leurs espoirs sur lui. Sauf que LeBron, il gagnait pas, quoi. Il avait pas une bonne équipe et il n'arrivait pas à gagner le titre. Alors quand en 2010, il arrive en fin de contrat, il a le choix de se barrer ailleurs, bah toute la ville retient son souffle et ils espèrent tous qu'il va rester. Lui, il fait une émission de télé spéciale en prime time pour annoncer quelle équipe il va choisir, ça s'appelle The Decision. Je suis à ce moment-là devant mon écran, il est 4h du match, je taffe le lendemain, je suis dans ma petite coloc en Irlande, et devant tout le monde, il annonce qu'il se barre à Miami pour jouer avec ses deux potes Dwayne Wade et Chris Bosh, ce qui lui donnera plus de chances d'avoir un titre. Et là, Cleveland tombe du Mont Everest. LeBron s'en va, ils sont plus dégoûtés que jamais. Ils disent que LeBron les a trahis, qu'il leur a planté un couteau dans le dos, les fans brûlent son maillot dans les rues. Il se prend la plus grosse shitstorm de l'histoire de la NBA. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire une émission spéciale à la télé pour en parler à tout le monde, ce con? Ah non, mais je te jure, la com, c'est un métier. Hein. T'imagines, c'est comme s'il y avait une émission en prime time à 20h sur TF1, juste pour savoir dans quel club Mbappé il allait jouer l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a fou? Non mais vraiment. Donc LeBron part à Miami, il va faire 4 finales NBA et va gagner 2 titres, ce qui est quand même pas mal. Mais dans le cœur de LeBron, Cleveland est toujours là, il a jamais oublié. Alors qu'en 4 ans après son départ, il annonce qu'il revient à Cleveland, alors là c'est un événement dans le monde du basket. Les journaux titrent I'm Coming Home. La chanson de Puff Daddy I'm Coming Home est reprise pour faire un pur montage de basket qui est diffusé lors de son premier match de retour à Cleveland. Et vous savez quoi? Eh bah il va gagner un titre pour sa ville, mais bien sûr il va gagner le titre. Il remporte un titre pour Cleveland comme il l'avait toujours rêvé et promis. C'est la première fois en 50 ans que Cleveland gagne un titre dans une compétition sportive. LeBron est en larmes et il hurle au micro. Cleveland! This is for you! Ouais, et bah je peux te dire qu'à ce moment-là, j'aurais donné n'importe quoi pour être Clevelandois. Allez, on est bon, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Elle était un brin différente d'habitude, peut-être un petit peu moins d'humour, mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le basket pour vous parler de ma passion. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît, si cette vidéo vous plaît, voilà, je ne sais pas si cette vidéo est réussie, je vous laisse juge. Allez, un dernier tout petit mot avant de vous quitter. Certains d'entre vous ont vu il y a pas longtemps un de mes tweets dans lequel je disais que YouTube a démonétisé la moitié de mes vidéos et que voilà, j'étais super vénère. Ça a fait un peu réagir, il y a pas mal de commentaires pour dire que YouTube, voilà, maintenant ça devient de la merde, rapport à tous les gros mots qui sont plus acceptés. Alors juste pour dire que bon, je me suis un tout petit peu enflammé, quand même. J'ai tweeté un peu sous le coup de la colère et puis de l'incompréhension, parce que j'ai vu d'un seul coup certaines de mes vidéos, notamment les plus vues, qui étaient démonétisées, je sais pas pourquoi, mais après revérification, bon, c'est pas la moitié qui a été démonétisée, on est plutôt de l'ordre de entre 10 et 15%. Et encore, je suis même pas certain que ce soit à cause de la vulgarité, il est peut-être même possible que ce soit juste des trucs de droit d'auteur qui viennent de se faire que maintenant. Parce que, et ça c'est un deuxième truc, vous savez, donc on parle beaucoup maintenant des nouvelles règles de YouTube en ce qui concerne le langage qu'il faut avoir, il faut surtout pas être vulgaire. Bon, ça a l'air d'être un truc de fou, et puis on me dit « Ah mais comment tu vas faire tes nouvelles vidéos maintenant? Il va falloir que tu dises plus rien plus de gros mots. » En fait, c'est pas du tout aussi grave que ça en a l'air, les gars, vraiment. Il y a une chaîne YouTube qui est un petit peu faite pour les youtubeurs, mais vous pouvez tout à fait la regarder aussi, ça s'appelle Le Coin des youtubeurs. Et le gars a fait une vidéo pour débunker un peu tout ça, et au final, voilà, c'est quand même assez rassurant. Je devrais pouvoir garder le ton qui est le mien et que vous aimez tant, sans trop de problèmes. J'ai pas encore trop de soucis à me faire. Allez, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et celui-là, là, ouais, il me fait de l'œil celui-là. Peut-être que dans un futur proche, ça va arriver là. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, on va se refaire un film. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.